Bonjour à tous, bienvenue aux 13 heures de ce lundi 4 janvier 2021. Les titres, je ne vais pas me dérober à mon devoir envers la République. Je resterai ce serviteur déterminé d'une cause si grande, si noble, si inspirante, a déclaré le chef de l'État, s'adressant à ses compatriotes le 31 décembre à l'occasion de son message de vœux de Nouvel An. Que pensent les citoyens béninois de ces propos? Patrice Talon annonce-t-il par ces mots sa candidature? Vous aurez la lecture des citoyens rencontrés. Les différends entre transhumants et populations autochtones sont légion dans certaines régions du Bénin. Nous parlons là de la transhumance. Il laisse derrière des conséquences dramatiques dans le département d'Uzou. Les acteurs se sont penchés sur la question. Ils travaillent à limiter les conflits. Et puis, cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération avec les professionnels des médias autour d'un déjeuner de presse, Aurélien Agbenossi a fait le point des activités diplomatiques menées et des retombées pour la nation. Nous irons dans les détails dans ce 13 heures. Bienvenue au journal. L'élection présidentielle du 11 avril est à nos portes. Sera-t-il candidat à sa propre succession ou non? La question alimente les débats dans l'opinion. Beaucoup de citoyens béninois s'accordent à dire qu'il sera sur la ligne de départ et prennent pour référence son message de vœux. Patrice Talon, sacrifiant à la tradition à l'orée de la nouvelle année, déclare qu'il mesure davantage la responsabilité qui est la sienne de contribuer encore à consolider les acquis qu'ensemble nous avons engendrés ces dernières années. Je ne vais pas me dérober à mon devoir envers la République. Je resterai ce serviteur déterminé d'une cause si grande, si noble, si inspirante. Ce sont là les propos du chef de l'État. Les citoyens rencontrés par Teddy Goudalo et Moufid Sabouran dans la ville de Cotonou apprécient. De sa déclaration, le chef de l'État a laissé entendre qu'il ne saurait dérober à son devoir envers la République, qu'il continuerait à être ce serviteur déterminé pour une cause si grande, si inspirante. Alors de cette déclaration, j'en déduis le vouloir du chef de l'État à répondre favorablement à l'appel de la population béninoise, celui de le voir continuer dans l'œuvre de reconstruction qu'il a entamée. Nous sommes habitués depuis quelques mois, je vais dire quelques années, des syllogismes du chef de l'État. Syllogisme en termes d'allusion, parce que vous savez, justement, sur sa candidature, un mystère est entretenu, bien sûr, mais je pense pour ma part que le message de la dernière fois, c'est un message qui annonce clairement son intention, parce que le chef de l'État a eu à faire déjà quand même sa tournée dans près de 60 communes. Et c'est tellement à l'issue de cette tournée qu'il a vu un peu l'impact de ces réformes. Parce qu'à un moment donné, vous savez, pendant des mois, la population s'est interrogée sur l'essence même de ça. Et à un moment donné, aujourd'hui, je pense que ça a commencé par prendre corps, à mon avis. Et c'est justement à l'issue de cette tournée qu'il a vu un peu la faveur, l'engouement et aussi l'opportunité de continuer un peu ces réformes, parce que tout a commencé par sortir encore de façon visible un peu. Donc c'est maintenant que de façon palpable, et quantitative, qualitative, la population a commencé par apprécier un peu ces actions. Donc, pour moi, son message, justement, ça relève un peu, ça dit, ça nous sort un peu, ça nous révèle un peu le mystère, sur le mystère de sa candidature. Et c'est assez clair pour moi. Je pense que de plus en plus, il a conscience de la continuité de cette œuvre-là. Et c'est justement pour ça qu'il nous a lancé un peu des pics. Il lance des pics, justement, à la population pour que la population ne puisse pas être surprise de sa candidature. Voilà. Ce n'est plus un événement, c'est le vouloir du peuple béninois. Vous l'auriez constaté à chacune de ces descentes pendant cette tournée, l'engouement, le désir, la soif du peuple béninois de le voir, l'accueil chaleureux à lui réservé témoigne amplement du désir du peuple béninois à le voir revenir
Ce fut un message plein d'espoir, un message qui est rempli d'assurance. Vu le travail colossal qu'il a abattu au Bénin depuis son accession au pouvoir, on peut dire que le président Patrice Talon mérite de briguer un second mandat. Il a dit quelque chose de fort. Il a dit que le Bénin de Kaba, le Bénin de Béhanzin, est un Bénin insubmersible. Pour moi, c'est un mot fort, insubmersible. Et c'est lui qui est au gouvernail. Et c'est un matelot qui maîtrise bien le navire qu'il guide. Nous n'allons pas laisser aujourd'hui notre navire tanguer. Et pour cela, nous sommes totalement d'accord pour le fait qu'il puisse rempiler afin de pouvoir donner au Bénin sa dignité, sa révélation par l'élévation. Aujourd'hui, en termes de réformes qu'il a eu à faire, la population a commencé par toucher un peu du bout du doigt et les réalités s'observent de plus en plus et l'engouement devient grand. Et surtout, après sa tournée dans les 60 communes, justement au niveau de ces engouements, en termes de bilan, oui, si j'étais à sa place, je pense que je vais rempiler. Pourquoi on changerait l'équipe qui gagne? Il faut qu'il revienne, continuer ce qu'il a entamé. Parce que le courage du président Patrice Talon, je me demande s'il y en a encore. Excusez-moi, je me demande s'il y en a, parce que moi, je ne suis pas assez courageuse. La manière dont il a déguerpi les dames pour qu'on assiste à une si belle ville de Cotonou aujourd'hui. Combien sont prêts à faire ce sacrifice pour se rendre impopulaire? Le Béninois fait tout pour le match vu, pour être applaudi. Il a fait un travail excellent. Et le peuple aujourd'hui est totalement acquis à sa cause. Nous sommes totalement dévoués pour que ce second mandat, il puisse l'obtenir et qu'il puisse continuer ce qui est fait. Ce qui est fait est bien. S'il continue, ce sera mieux. Et parlant justement de la présidentielle, les organes impliqués dans l'organisation du scrutin s'activent. Depuis le 20 décembre, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée a ouvert l'opération d'enregistrement biométrique pour des citoyens en âge de voter et dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale. Il fallait faire le point après 10 jours d'enrôlement et le président du COSLEPI a animé une conférence de presse vers la fin de l'année, le 31 décembre pour être plus précis, Gilbert Bagalan, sur des propos recueillis par Assiongbo Kanye Assiongbo et Rachidi Souberou, apporte ici des précisions sur l'opération. Depuis le 20 décembre 2020, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, avec l'appui de son bras technique, l'Agence nationale de traitement, a lancé une grande opération d'enregistrement biométrique de certains citoyens sur toute l'étendue du territoire. Il s'agit de la phase, cette opération, c'est la phase de collecte des données biométriques des omis et des citoyens ayant les qualités requises par la loi pour figurer sur le fichier électoral. Conformément aux dispositions du Code électoral, cette phase consiste à collecter les données nominatives et biométriques des omis au moyen des équipements informatiques. Qui sont ceux qui sont concernés par cette phase? Cette phase ne concerne pas tout le monde. Donc, elle concerne cette opération uniquement les citoyens en âge et en situation de voter et dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale. Ces personnes doivent respecter les conditions exigées par la loi pour figurer sur le fichier électoral national. Donc, quelles sont ces conditions exigées alors? Les conditions sont les suivantes. Être de nationalité béninoise, avoir 18 ans révolus à la date du 11 avril 2021. Et jouir de ses droits civiques. Avoir été précédemment omis. Avoir aussi été autorisé par une décision de la Cour constitutionnelle ou des juridictions compétentes. Il y en a qui se plaignent. Ma carte d'électeur expire le 31 janvier. Suis-je concerné par cette opération parce que... Non. Une fois que votre nom figure sur la liste électorale, vous pouvez désormais voter avec n'importe quelle pièce, telle que la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire
la carte de pension, le certificat d'identification personnelle, etc. Je pense que les gens ont déjà voté avec. Comment savoir si je suis déjà sur la liste électorale? C'est la question. Donc, il dit que je n'ai pas de carte. On me dit que je suis sur la liste. Nous avons une liaison. Et je tiens à vous rappeler cette liaison. Si vous avez régulièrement voté depuis 2013, alors votre nom doit être sur la liste. Pour vous en assurer, veuillez consulter le lien suivant pour vérifier. Je dis bien https://coslepi-amtbn.org/ADP/8 Et pour ces opérations qui concourent à l'actualisation du fichier électoral, on rappelle le transfert des lieux de vote. Il est bien interdit également aux citoyens ayant déjà leur nom dans la base de données du COSLEPI de se faire enrôler plus d'une fois. Au cours de sa conférence de presse, Gilbert Bagana, président du COSLEPI, s'est fait plus clair. Nous l'écoutons. L'autre question, on dit mon nom figure sur la liste électorale, mais le centre de vote ne me convient pas. Puis-je encore demander de transfert? Si mon nom figure sur la liste électorale, alors je n'ai plus besoin de faire l'enrôlement biométrique. Donc l'opération que nous faisons sur le terrain, si votre nom figure, vous n'avez plus besoin de le faire. Donc cependant, je peux encore faire des transferts. Si votre nom figure, vous pouvez encore faire des transferts de centre de vote. Donc, il faut juste faire une photocopie recto verso de votre carte d'électeur et y inscrire le nouveau centre de vote, votre numéro de téléphone et votre signature que vous nous transmettez au COSLEPI ou à l'ANT. Jusqu'à l'heure, là, vous pouvez le faire. Et là, avant qu'on ne sorte la liste, on vous aurait alors pris en compte dans le nouveau centre que vous aurez souhaité. Il y en a qui se demandent, donc, puis-je me faire enrôler plusieurs fois? Ah non, là, il est interdit de se faire enrôler plus d'une fois. Je tiens à souligner ce passage. Il est interdit de se faire enrôler plus d'une fois sur la liste électorale. Le faire consciemment ou inconsciemment est un délit puni par la loi. À cet effet, je voudrais vous rappeler quelques articles du Code électoral qui sanctionnent. L'article 125 du Code est puni d'un emprisonnement d'1 à 2 ans et d'une amende de 200 000 à 500 000 toute personne qui s'est fait recenser ou a tenté de se faire recenser lors du recensement national sous de faux noms ou de fausses qualités ou a, en se faisant recenser, dissimulé une incapacité prévue par la présente loi ou réclamé ou obtenu son recensement 2 ou plusieurs fois. Toute personne qui, à l'aide de déclarations fausses ou de faux certificats, s'est fait recenser ou a tenté de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à l'aide des moyens frauduleux, a fait inscrire ou rayer indûment un citoyen. L'article 126 dit aussi, sont punis des mêmes peines les complices des délits prévus par l'article 125. Pour se faire enrôler, les citoyens doivent se présenter dans les lieux de collecte munis d'une pièce d'identification prouvant qu'ils sont des citoyens béninois. Il s'agit de la carte d'identité nationale, de la carte d'identité nationale biométrique RAVIP, du passeport, du certificat d'identification personnelle, de la carte de pension, de la carte militaire, de l'acte de naissance sécurisé RAVIP, de l'acte de naissance. Et pour finir, le président du COSLEPI a apporté des explications aux inquiétudes exprimées par les membres du parti politique, les démocrates. Ils émettent des réserves sur la fiabilité de la liste électorale permanente informatisée en cours d'actualisation. Gilbert Bagana rassure la classe politique et la société civile que la liste à remettre très bientôt à la Sénat restera transparente. Nous l'écoutons. Nous avons prêté serment, membres du COS, de transmettre une liste fiable, transparente, faire
le contraire, on aurait trahi notre serment. Et c'est pourquoi, vous aurez compris, depuis notre prise de fonction, nous avons essayé de prendre des dispositions pour impliquer un certain nombre d'acteurs politiques, d'acteurs de la société civile et même de l'administration, pour que nous essayions ensemble d'apprécier les grandes phases. Je veux parler du cadre de concertation. Dans le cadre de concertation, nous avons au moins des partis politiques, dont un de l'opposition qui n'est pas le moindre, qui prend activement part à toutes les phases. La société civile qui est dans ce cadre de concertation pour nous permettre vraiment de tenir compte de tous les paramètres de transparence. Il ne faut pas qu'on alarme le peuple. Il ne faut pas qu'on alarme le peuple. Nous devons, et notre pays a su, depuis 1990, sortir de cette période de crise qui, ailleurs, constitue des périodes de crise, mais chez nous, c'est des périodes de fête. Et comme le président de la République l'a dit dans son discours, l'élection présidentielle sera une occasion de fête, ou une occasion de fête, ça ne va pas être une occasion de bras de fer. Donc c'est notre souhait que tous les candidats s'apprêtent. La liste que nous sortons, les militants sont dedans. Tous les militants sont dedans. Et le mois venu, c'est eux, par le truchement de la Sénat qui organise, vont choisir le candidat. Nous allons maintenant changer de registre dans ce 13h. Le nouvel an et l'opportunité de sacrifier à la tradition des vœux au Business Africa Center, une entreprise spécialisée dans la production et la transformation du bois. Le personnel est passé à l'acte dans l'après-midi du samedi et c'est à Sékou, dans le département de l'Atlantique, des retrouvailles dans la nouvelle année pour se souhaiter les vœux et renouveler au directeur général leur engagement à travailler et à davantage travailler pour la prospérité de l'entreprise qui les emploie. Les réformes opérées par le chef de l'État dans le secteur bois ont également été évoqués. Idrissou Boukari, Rachid Soubero. L'instant d'une journée, personnel administratif, tractoristes, menuisiers ont abandonné bureaux, machines et ateliers pour s'égayer. C'est désormais une tradition au Business Africa Center, une unité de production et de transformation de bois. En ce deuxième jour du nouvel an, les différentes équipes des sites d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi, de Serrouet dans la commune de Tofo et Sékou dans la commune d'Alada se retrouvent pour souhaiter leurs meilleurs vœux à leur directeur général. Patrice Alakpato, selon les témoignages de ses collaborateurs, met le bien-être de ses agents au cœur de ses priorités. Je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est un patron exceptionnel. Tout le monde ici présent peut témoigner. J'ai travaillé ailleurs avant de venir ici, comme tout autre employé. Depuis plus de 5 ans, honnêtement, Dieu m'est témoin que, malgré les difficultés, nous n'avons jamais raté le salaire. C'est un bon patron. Les vœux de la nouvelle année vont se déplacer à une autre phase de la cérémonie. Présenter au public les opportunités qu'offre la filière d'exploitation du bois au Bénin et surtout saluer les réformes opérées par le chef de l'État dans le secteur depuis 2016. De la disponibilité de l'énergie électrique à la simplification des procédures douanières en passant par la densification du réseau routier, la réduction des tracasseries et des rançonnements et l'introduction de la taxation différentielle, la filière du bois se porte aujourd'hui mieux qu'hier. Grâce au président Patrice Talon, le secteur a amorcé un nouvel essor depuis bientôt 5 ans. Souvenez-vous que dès l'arrivée du pouvoir de la rupture, la filière bois a été l'une des toutes premières à être suspendue. En son temps, que ne fut notre désarroi, notre peur, notre amertume, avec au ventre l'inquiétude que demain sera définitivement sombre. Mais aujourd'hui, le traitement mis en place fait des merveilles et la filière bois sort de la gangrène dans laquelle elle s'est engouffrée
des décennies durant. À tout ceci, il faut ajouter, en ce qui nous concerne, l'avènement de la facture normalisée. Celle-ci permet aujourd'hui de tracer nos différents mouvements à la Direction générale des impôts, ce qui oblige à être à jour vis-à-vis du fisc. Le président Patrice Talon et son gouvernement ont donc signé la renaissance de la filière. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'emplois qui sont entretenus avec une économie locale qui tourne à plein régime. Patrice Alakpato en parle avec fierté sur la base de ses propres expériences. Mais d'autres actes forts sont attendus par les acteurs pour renforcer la performance de la filière au Bénin. Il s'agit en l'occurrence de la stricte mise en application du décret 2005-708 du 17 novembre 2005 portant modalité d'exploitation, de transport, de commerce, d'industrie et de contrôle des produits forestiers en République du Bénin, en ces clauses relatives à l'exercice de la profession d'exploitation forestière, de commerçants et d'industrie. Lorsqu'une équipe joue efficacement, remporte des victoires, devra-t-on la changer? Et pour tout dire, devrons-nous arrêter le mouvement? Mes chers amis, pour le moment, le mouvement se poursuit encore pour 3 mois et la santé de la filière d'exploitation du bois, elle, s'améliore considérablement au grand bonheur de ses acteurs. En plus des vivres qu'il offre chaque année à ses ouvriers afin qu'ils passent de bons moments de fête en famille, Patrice Alakpato met 20 tonnes de ciment à la disposition de la mairie d'Alada. Et faisons à présent le bilan de l'année 2020 avec certains Béninois. À Boïcon, chacun apprécie ce qu'a été 2020 et énumère les perspectives pour 2021. Imet Elena Moussou est partie à leur rencontre. L'année 2020 a été une année exceptionnelle. On croyait qu'on allait avoir, comme les chiffres le disaient, 20 sur 20, mais on est allé largement en deçà. La mention elle est peut-être médiocre parce que tout ce qu'on a espéré pour 2020 n'a pas été. Le coronavirus est venu tout chambouler. Les activités économiques ont périclité. Les artisans, les commerçants, les enseignants, tout le monde a eu des difficultés. Maintenant, au plan politique, on a eu des élections municipales qui se sont bien déroulées dans l'ensemble. Il est important de le souligner. Et on se rappelle la fermeture des frontières nigérianes pendant toute cette année. Mais les Béninois ont réussi à résister. Sur bien de plans, le pays a beaucoup progressé. Alors je prends par exemple le plan de la sécurité. Il faut avouer en tant que citoyen que les années antérieures, quand les moments de fête arrivent, ça a été toujours au plan sécuritaire un moment de souci. Et l'autre chose que j'ai aussi noté en 2020, c'est les infrastructures routières. Et surtout pour nous qui sommes dans le Sou, quand vous voyez ce qui s'est passé à Abomey et à Boïcon, vraiment il y a beaucoup d'espoir. Et quand on va là, surtout la nuit, et vous voyez que vraiment il y a eu du travail de qualité. À Zaputa, avec notre propriétaire Kogiri Zaputa, et ça nous permet aujourd'hui de rallier facilement la commune. Et de ce point de vue, du point de vue développement, infrastructure, il faut aussi noter que nous avons beaucoup progressé. Bon, je rends grâce à Dieu puisque compte tenu des maladies coronavirus qui a fait que l'année 2020, bon, totalement on n'a pu rien bénéficier dedans. On n'arrive à retenir rien. C'est que ici, moi je suis mécanicien. Voici mon atelier. Même les policiers viennent voir si mes apprentis, avant j'ai plus de 8 apprentis, mais compte tenu de coronavirus, bon, je suis obligé de renvoyer 4. Et c'est 4 qui fréquentent l'atelier jusqu'à la fin de cette année. Et ça fait que l'année, vraiment, ça a été un choc pour moi, quoi. Pour l'année 2021, nous souhaitons bonne et heureuse année à tout le peuple béninois. Une année de paix, une année de santé,
Et si nous disons paix, je fais déjà allusion à l'élection présidentielle qui vient pour le mois d'avril prochain. Donc, je prie nos gouvernants à l'organiser dans la paix, dans la transparence. Et nous allons prier aussi pour que nos activités prospèrent, pour que ce que nos mandants espèrent de nous soit une réalité. Et je souhaite d'ailleurs que les élections soient vraiment inclusives, que et opposition et mouvanciers puissent rester la main dans la main, converger leurs idées au lieu de les diverger, pour que nous qui sommes encore dans ce pays-là, dignes filles de ce pays, nous puissions quand même jouir de leur hâte, afin qu'on puisse dire du Bénin que c'est un pays, véritablement un pays de paix, un pays démocratique sur le plan mondial. Et voilà, c'est un phénomène social qui crée assez de tort à nos communautés. Les conflits entre transhumants et populations autochtones dans certaines régions du Bénin laissent derrière des conséquences dramatiques. Dans le département du Zou, une des zones à risque, les acteurs ont échangé sur les enjeux autour des textes de loi et les nouvelles orientations du gouvernement pour enrayer les différents conflits. Les échanges s'inscrivent dans le cadre du projet régional de dialogue pour la transhumance apaisée en Afrique de l'Ouest, Prodiata. Éleveurs, agriculteurs, élus locaux, organisations non gouvernementales et chefs services déconcentrés du département du Zou partagent à cette rencontre leurs points de vue et inquiétudes sur la transhumance. Les débats vont permettre de décider de l'organisation à mettre en place pour avoir une mobilité du bétail apaisée. Vous avez entendu parler de APES, cette association qui a pu mobiliser les ressources au niveau de ce projet-là pour accompagner au niveau local les acteurs de la transhumance. Et les acteurs qui ont été ciblés, c'est donc les préfectures et les communes pour les aider à organiser donc la mobilité du bétail au niveau de leurs terroirs. Pour l'année 2021, nous aurons encore des ressources dans ce sens, mais nous souhaitons que ces échanges-là soient vraiment une expression de besoin de votre part pour que on puisse mettre en place des plateformes d'échange pour que chacun puisse assumer ses responsabilités dans cette nouvelle dynamique où l'élevage se veut être un élevage innovant, un élevage qui concourt au développement. Les contraintes de l'environnement liées à la démographie, l'extension des terres cultivées ou changement climatique sous-tendent la mobilité des troupeaux. À cette séance, les dispositions légales, les structures étatiques responsabilisées, les types d'activités ainsi que les périodes possibles pour un bon déroulement du pâturage ont été rappelés. La transhumance et ses irréversibles dégâts, selon Firmin Aimé Couton, préoccupe plus que jamais le gouvernement. Celui-ci affirme le préfet a mis en place récemment une commission spéciale avec des orientations claires. Je me réjouis de vous informer officiellement d'une structure nationale spécifique qui s'occupe des problèmes d'élevage, de pâturage dans notre pays. Comment faire en sorte que l'activité ne soit pas obligée de violence. La transhumance transfrontalière est interdite. Si on dit que quelque chose est interdit, et que vous faites, on vous prend. Vous vous présentez au procureur de la République. Donc, c'est dans cette dynamique que nous sommes actuellement. 1, sédentariser les animaux. 2, faire en sorte que l'aspect pénal soit vraiment mis en œuvre pour que si quelqu'un est responsable d'un acte, qu'il puisse en répondre au même titre que la responsabilité civile qui va consister à réparer le préjudice que l'autre partie aurait subi. Parce que complémentaires, éleveurs et agriculteurs gagneraient, selon le communicateur du jour, à réorganiser en toute objectivité leur cohabitation qui peut leur être réciproquement bénéfique. Des pistes de réorganisation et de propositions de budgétisation ont été données grâce au Prodiata qui dure 3 ans. L'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES, promet de travailler en vue d'aider le gouvernement à atteindre l'idéal 0 dégâts, 0 conflit et 0 décès liés à la mobilité du bétail au Bénin.
Et puis, ce déjeuner de presse, il était venu le moment de faire le point de la coopération entre le Bénin et les autres pays du monde. Et là, nous parlons diplomatie avec le ministre des Affaires étrangères. Et la coopération, Aurélien Agbenossi, avait face à lui la semaine dernière des journalistes, hommes des médias, pour un aperçu de ce qui a été fait dans ce secteur depuis quelques années sous sa direction. Teddy Goudalo, Clément Tchali. C'est une tradition pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi de convier les professionnels des médias autour d'une table pour échanger sur le fonctionnement du ministère dont il a la charge. À ce énième rendez-vous depuis sa prise de fonction, le patron de la diplomatie béninoise revient sur le rôle de son département ministériel dans le développement du pays. Notre job, c'est de nous assurer que le rayonnement du Bénin, que le candidat, désormais président, s'est engagé à assumer, que ce rayonnement s'accomplit et que nous essayons d'avoir une diplomatie qui va à la conquête du monde, une diplomatie qui sert notre développement. Le moment se veut l'occasion pour Aurélien Agbenossi de faire le point des actions menées et celles en cours d'exécution en ce qui concerne la santé de la diplomatie béninoise. Les résultats obtenus depuis 2016, année à laquelle la gestion du ministère des Affaires étrangères et de la coopération lui a été confiée, ne sont également pas occultés. Moi, je dirige une maison où on communique quand cela est nécessaire. Ce n'est pas pour trouver des excuses à un travail qui n'aurait pas été bien fait, mais mon travail, moi, c'est de vous dire ce que nous faisons lorsque cela est nécessaire et de partager les résultats. La rencontre s'est déroulée dans le respect des gestes barrières pour lutter contre la propagation de la COVID-19. En témoigne cet effectif restreint des professionnels des médias ayant honoré l'invitation du ministre. Et voilà, ce fut une action de solidarité pour sortir les personnes en difficulté dans les hôpitaux de leur situation. Le gouvernement du Bénin, représenté par les ministres des Affaires sociales, de la Santé, des Finances, était au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou. Dans cet hôpital, des factures ont été réglées pour une quarantaine de patients traités et guéris, mais bloqués pour non-règlement des factures. Ali Moumouni, Henri Gantier. Elle s'appelle Marie Soglo. Elle a accompagné une proche au service pédiatrique du Centre national hospitalier et université CNHU Ubemaga. Après les soins, elles n'ont pas pu régler leurs factures et y sont gardées depuis plus d'1 mois. Mais aujourd'hui, grâce à la descente des ministres du gouvernement, elles pourront rentrer chez elles pour le nouvel an. Comme cette famille, ils sont environ une quarantaine de patients du CNHU en situation irrégulière. Il y en a au service des urgences, de la traumatologie, de la chirurgie viscérale et de la cardiologie. Faute de moyens pour payer les soins, ils y sont retenus. Il faut dire que parmi ces malades, il y a ceux qui sont des indigents, c'est-à-dire ayant bénéficié d'une enquête sociale par les services du ministère des Affaires sociales, qui n'ont pas les moyens pour pouvoir faire face à leurs soins. Et il y a ceux qui ne sont pas des indigents, mais qui ponctuellement également ont été malades, ont été traités et ne peuvent pas faire aujourd'hui face aux frais des soins. Face à cette situation, le gouvernement apporte son soutien aux personnes concernées. Leurs frais de soins sont entièrement pris en charge. Nous voulons rassurer les malades qui sont là, ainsi que leurs parents, qu'ils pourront rentrer tout à l'heure même chez eux, afin de fêter dans leur famille. Cette descente des ministres de la Santé, des Affaires sociales et des Finances fait suite à l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Et ce geste du gouvernement en est le résultat. Vous savez, pour un hôpital, l'État chaque année fait des dotations pour le fonctionnement général des hôpitaux. Pour l'année 2020, qui s'achève aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards de subventions qui ont été distribuées aux structures sanitaires de notre pays. À côté du fonctionnement des hôpitaux, nous avons ce que le ministre de la Santé a dit tout à l'heure, la prise en charge des malades. Cet élément-là, cet ensemble de prise en charge pèse pour plus de 5 milliards sur le budget de l'État au titre de 2020.
Je pense qu'il est important de rappeler ces chiffres parce que face à l'émotion suscitée par cet événement sur les réseaux sociaux, il est important que le gouvernement communique pour dire que nous avons un dispositif qui permet de couvrir le fonctionnement des hôpitaux, la prise en charge des travailleurs, mais également des indigents. Dans le programme d'action du gouvernement, il est prévu le programme Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE pour la prise en charge des soins de santé des pauvres. Les indigents qui n'arrivent pas à payer les factures, ce n'est pas qu'au CNHU, c'est dans plusieurs hôpitaux. Mais ARCHE avance, c'est-à-dire que là nous sommes à la phase de généralisation et même dans le littoral, l'identification, la distribution des cartes biométriques également va commencer au mois de janvier et j'espère que nous n'aurons plus à assister à ce genre de situation. En attendant, ces patients du Centre national hospitalier et universitaire Ubem Aga retrouveront leurs familles pour les fêtes. Et voilà, nous allons finir avec un mot de sport de jeunes arbitres de football en formation à l'université d'Abomey-Calavi pour 4 jours. Ceci dans le cadre d'un programme que pilote l'Office béninois de sport scolaire et universitaire, programme financé par la FIFA suite à la signature d'un accord entre l'instance et le Bénin. Teddy Goudalo, Clément Tchali. Ces jeunes que voici en pleine activité sportive sont les premiers à bénéficier du programme de formation des jeunes arbitres de football qu'a initié l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. 4 jours durant ici même à l'université d'Abomey-Calavi, ils vont recevoir les aptitudes nécessaires d'un arbitre complet et apte à diriger des rencontres footballistiques. Vous aurez à vous familiariser avec les nouvelles lois du football, à être en mesure d'interpréter les lois du jeu de la même manière que celui qui se trouve à Kamtchaka, et vous serez en mesure d'officier les matchs scolaires et universitaires, et enfin vous serez à même, lorsque vous allez continuer de travailler, de devenir les jeunes talents, pourquoi pas les meilleurs arbitres pour remplacer des arbitres comme Kodia Bonaventure que vous avez ici à ma gauche. Le programme Jeune Arbitre est un pan du projet Jeune Officiel qui comporte en son sein 5 programmes. Cette rencontre marque le démarrage officiel des activités prévues dans le cadre de la formation. La séance de formation est prise en charge par la FIFA grâce à la signature de la convention de partenariat entre le Bénin et l'instance. Le programme émane en effet du projet jeune officiel que pilote l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Vous avez plus de chances d'être régulièrement sur le terrain. Vous avez l'obligation de suivre avec beaucoup de dévouement cette formation qui vous est offerte. C'est une opportunité qui ne se présente pas tous les jours. À l'issue de cette formation, les participants se verront dotés de certifications pouvant leur permettre de participer à des compétitions nationales et internationales. Comme quoi, tout est prévu pour permettre à ces jeunes d'éclore leur talent d'arbitre. Partout où besoin se fera sentir. Et voilà, merci à vous Clément Tchadé. C'était le 13h chez vous. Merci de nous avoir suivis. Ce soir à 19h, votre émission 90 minutes au Bénin avec Herman Agnamboussou. Vous aurez dans ce même programme Ulrich Gaba pour la grande édition sur Canal 3 Bénin et Canal 3 Télévision.com à partir de 19h30. Je vous retrouve demain à 13h. Passez un très bel après-midi et bonne suite de journée.